L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle à quel point il est crucial de toujours prêter attention aux moindres détails d'un contrat. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, si vous aimez les récits intrigants, sombres et mystérieux, alors vous êtes au bon endroit, car c'est exactement ce que nous faisons. Nous publions une nouvelle vidéo chaque semaine, donc si cela vous intéresse, pensez à rester connecté. Et la prochaine fois que le bouton « J'aime » tentera de vous séduire avec une de ces vidéos YouTube, jouez le jeu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications afin de ne rien manquer de nos publications hebdomadaires. Maintenant, place à l'histoire du jour. Le matin du 7 août 1981, Cole McCon, un photographe animalier de 34 ans, se tenait au bord d'un lac perdu dans la nature sauvage de l'Alaska et jeta une boîte de munitions dans l'eau. Le bruit de l'éclaboussure résonna étonnamment fort dans le silence absolu qui l'entourait. Ce jour-là marquait le dernier jour de son expédition de 5 mois en solitaire, dans une zone extrêmement reculée du nord de l'Alaska, située à l'intérieur du cercle arctique. Un avion l'avait déposé là au début du printemps, et il avait installé son campement près de ce lac, encerclé par une forêt dense et d'immenses montagnes enneigées. Pendant ces 5 mois, Cole n'avait vu ni parlé à personne. Pas de téléphone, pas de route, pas de rangée, pas d'humains à moins de 160 km à la ronde. C'était une véritable immersion totale dans l'isolement. Cole leva les yeux vers le ciel et écouta attentivement le ronronnement lointain de l'avion qui devait venir le chercher ce jour-là. Mais il n'entendit rien. Cela ne l'inquiéta pas, car il n'avait convenu que d'une date de récupération, pas d'une heure précise. Il savait juste qu'à un moment donné dans la journée, l'avion viendrait. Il ne savait simplement pas quand exactement. Alors, pour passer le temps, il rangea son campement tout en réfléchissant. Il se souvint alors du modèle d'avion qui devait venir le chercher, celui de son ami Rory. L'appareil était très petit et il était possible qu'il n'y ait pas assez de place pour tout son matériel. C'est pour cela qu'il avait décidé de se débarrasser d'une partie de ses munitions en les jetant dans le lac, afin d'alléger son chargement pour le voyage retour. À cet instant, une brise glaciale souffla et Cole remonta la fermeture de sa parka jusqu'au menton. Même si c'était la saison chaude, dans le cercle arctique, cela signifiait des températures proches de zéro la nuit. Cole adorait ses expéditions en solitaire dans des endroits reculés, mais il avait hâte de rentrer chez lui, à Anchorage, en Alaska. Il rêvait de retrouver ses amis, d'appeler son père, et de profiter enfin du confort d'une maison bien chauffée. Alors qu'il était sur le point de jeter sa 6e et dernière boîte de munitions dans le lac, un hurlement de loup résonna depuis l'autre rive du lac. Ce bruit le figea sur place. Il hésita un instant puis se dit « Tu sais quoi, tant que l'avion n'est pas là, je vais peut-être garder au moins une boîte de munitions, au cas où. » Il glissa la boîte dans son sac, le hissa sur son dos, puis marcha le long de la rive jusqu'à l'endroit où il avait tendu un filet de pêche. Lorsqu'il vérifia le filet, il vit qu'il avait attrapé 2 truites. Alors il les récupéra, retourna à son campement, alluma un feu et fit cuire les poissons. Et pendant qu'il s'asseyait pour manger, il continuait à lever les yeux vers le ciel et à écouter attentivement, espérant voir ou entendre son avion arriver bientôt. Lorsqu'il eut terminé de manger, Cole fit une rapide entrée dans son journal, détaillant un peu cette dernière journée au camp, puis il termina d'emballer toutes ses affaires et les apporta près du rivage, prêt à être récupéré. Ensuite, il s'assit de nouveau sur son coffre, attendant simplement que son ami arrive. À ce moment-là, l'après-midi était bien avancé, mais toujours aucun signe de l'avion. Malgré cela, Cole resta assis là, profitant une dernière fois de la vue sur ce magnifique lac entouré par la nature sauvage. C'était la dernière fois qu'il serait ici, alors il essayait d'en savourer chaque instant. Après tout, ce voyage avait été un vrai succès pour lui en tant que photographe. Il avait capturé 500 rouleaux de pellicule qu'il savait pouvoir vendre, ce qui lui permettrait de financer une autre expédition l'année suivante. Mais alors qu'il contemplait le paysage, Cole remarqua que le soleil commençait à se coucher. C'était la première fois qu'il ressentait une vraie inquiétude. Aussi loin au nord, le soleil restait visible presque 20 heures par jour en été. Donc, s'il était en train de se coucher, cela signifiait qu'il devait être proche de minuit. Et donc son ami Rory, qui était censé venir le chercher aujourd'hui. Eh bien, minuit étant passé, Cole savait désormais que Rory avait officiellement manqué le rendez-vous. Et il n'avait aucun moyen de le contacter pour savoir ce qui s'était passé ou quand il arriverait. Alors que la nuit tombait,
et qu'il n'y avait toujours aucun signe de Rory, Cole devint de plus en plus anxieux. Finalement, il dut remonter sa tente, s'y glisser, et se pelotonner dans son sac de couchage, priant que son ami arrive le lendemain. Le lendemain matin, Cole se leva tôt, rangea de nouveau ses affaires, et attendit sur le rivage. Mais tout au long de la journée, l'avion ne vint jamais. Cole essaya de se convaincre que peut-être Rory avait confondu les dates ou qu'un imprévu l'avait retardé de quelques jours. Mais un autre jour passa, puis encore un autre, et toujours aucun avion. Et c'est à ce moment-là que Cole se souvint soudainement d'un détail qui lui donna la nausée. 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait discuté des plans de récupération avec Rory, ils avaient passé la soirée à boire. Les deux amis riaient, s'amusaient, et à un moment donné, en plein milieu de leur beuverie, Cole avait demandé « Et tu peux venir me récupérer le 7 août à la fin de mon voyage ?» Et Rory lui avait répondu « Ouais, je pense que je peux faire ça. » Mais il avait aussi ajouté qu'il devait d'abord vérifier son emploi du temps avant de pouvoir confirmer à 100%. Et dans l'excitation des préparatifs, Cole avait complètement oublié de faire un suivi avec Rory pour s'assurer que la date était bien validée. Et maintenant, il réalisait la vérité effrayante. Rory n'était pas en retard, Rory ne viendrait tout simplement pas. Cole savait qu'il n'y avait absolument aucune chance qu'un autre avion passe par hasard dans la région et le repère. Pendant tout l'été, il n'avait vu aucun avion dans le ciel. Son meilleur espoir était que son père ou un de ses amis signale sa disparition, mais il savait que c'était peu probable. Et en fait, il n'avait que lui-même à blâmer pour ça. Cole voyageait constamment et ne disait presque jamais à personne où il allait ou quand il comptait revenir. Lors d'un voyage précédent, Cole était revenu en retard, ce qui avait inquiété son père, qui avait alors appelé la police. Mais quand Cole était finalement rentré et avait découvert ce que son père avait fait, il lui avait ordonné de ne plus jamais contacter les autorités s'il était en retard. Il lui avait dit qu'il allait toujours bien. Et maintenant, cela signifiait une seule chose. Cole allait devoir affronter l'hiver brutal de l'Alaska, seul, avec des provisions limitées et une seule boîte de munitions. Quelques semaines plus tard, fin août, Cole était toujours bloqué dans la nature sauvage de l'Alaska. À ce stade, il avait pleinement accepté que Rory ne viendrait jamais. Et il faisait de son mieux pour ne pas s'attarder sur son erreur stupide. Il réalisa alors qu'il avait deux options. Un, rester sur place et espérer être secouru. C'était l'option la plus prudente. Il savait comment trouver de la nourriture et du bois de chauffage à proximité de son campement. Il ne mourrait ni de faim ni de froid. Mais il ne serait pas sauvé pour autant. 2. Démonter son campement et tenter de marcher jusqu'à la civilisation. La ville la plus proche, Fort Yukon, se trouvait à 120 km. Ce choix pouvait le ramener chez lui. Mais cela signifiait aussi une bien plus grande probabilité de mourir. S'il entreprenait cette marche, il devrait parcourir ces 120 km à travers un terrain extrêmement accidenté, sans aucun sentier humain. Un faux pas, et il pourrait tomber et se blesser ou se perdre complètement. De plus, trouver de la nourriture serait un coup de poke. Et le climat, dans le meilleur des cas, serait impitoyable, et dans le pire des cas mortel. Sans oublier que toute cette région, ces 120 km étaient infestés de l'eau. Cole savait que ces deux choix étaient mauvais, mais il n'avait plus beaucoup de temps pour prendre une décision. L'hiver arctique brutal approchait rapidement, et s'il voulait tenter cette marche extrêmement dangereuse, il devait s'y mettre immédiatement. Alors que Cole réfléchissait à ce qu'il allait faire, il s'approcha de l'un de ses pièges à lapins, et à sa grande joie, il avait attrapé un lapin. Il le ramena au campement, lui rôtit sur le feu, et en mangeant, il se dit « Tu sais quoi, ce n'est pas si terrible, j'ai trouvé de quoi manger pour l'instant, ça va me maintenir en vie encore quelques jours, peut-être que je devrais juste rester ici. » Mais au fond de lui, il savait que rester sur place n'était pas une option viable. Oui, il savait comment trouver de la nourriture, comment survivre, mais il resterait une cible facile pour les nombreux prédateurs de la région, et n'oublions pas qu'il ne lui restait qu'une seule boîte de munitions. Mais à ce moment précis, Cole entendit le son le plus incroyable de toute sa vie, le vrombissement lointain du moteur d'un petit avion. D'abord, il crut halluciner. N'oublions pas qu'il n'avait pas vu un seul avion depuis son arrivée ici. Mais une seconde plus tard, il leva les yeux et vit un avion volant directement vers son camp, à basse altitude et lentement. Cole se précipita dans sa tente,
attrapa l'objet le plus coloré qu'il pouvait trouver, son sac de couchage orange vif, et courut dehors en l'agitant frénétiquement pour attirer l'attention du pilote. Il aperçut l'emblème des Alaska State Troopers, la police d'État de l'Alaska, sur l'avion, et supposa que ses amis avaient signalé sa disparition et que la police venait le sauver. Une seconde plus tard, l'avion passa directement au-dessus du campement, si bas que Cole put voir le pilote le regarder. Cole croisa son regard, et presque certain d'avoir établi un contact visuel, il leva le poing en l'air en signe de triomphe et sauta de joie. Il n'arrivait pas à y croire. Il était sauvé. Le pilote allait atterrir et le ramener à la maison. Le sourire aux lèvres, Cole regarda l'avion faire un large demi-tour. Puis l'appareil effectua un second passage au-dessus du campement, lentement et à basse altitude. Cole pensa que le pilote cherchait un endroit pour atterrir. Alors, pendant que l'avion faisait cela, Cole se précipita pour emballer toutes ses affaires. Il gardait un œil sur l'avion, s'attendant à le voir atterrir à tout moment. Mais il ne le vit jamais descendre. L'avion continua simplement à voler tout droit, s'éloignant de plus en plus du camp, jusqu'à disparaître à l'horizon. Le reste de la journée, Cole fixa l'horizon, espérant voir revenir l'avion. Mais il ne revint jamais. Allongé dans sa tente cette nuit-là, Cole ne parvenait pas à dormir. Il était complètement bouleversé par ce qui venait de se passer. Il ne comprenait pas. Il avait vu le pilote. Le pilote l'avait vu aussi. Pourquoi ne s'était-il pas arrêté? Pourquoi n'avait-il pas atterri? Cole essaya de se convaincre qu'il n'y avait peut-être pas eu d'endroit approprié pour atterrir. Peut-être que le pilote était reparti chercher un autre avion, un hydravion, pour atterrir sur le lac gelé. Il n'en savait rien, mais il voulait y croire. Cela le réconfortait un peu, mais pas assez pour qu'il trouve le sommeil. Sachant qu'il allait passer la nuit éveillé, il s'assit, alluma sa lampe torche, et chercha quelque chose à lire pour s'occuper l'esprit. À ce stade, Cole était seul dans la nature depuis des mois, bloqué depuis des semaines. Il avait lu tous ses livres et magazines des dizaines de fois, même son propre journal intime. Il avait épuisé toutes ses ressources de lecture. Alors qu'il fouillait sa tente désespérément à la recherche de quelque chose à lire, il tomba sur son permis de chasse. Un document qu'il n'avait jamais vraiment pris la peine de lire en détail. Ce n'était rien de palpitant, juste un certificat papier avec des règlements, des conseils de sécurité et des règles de chasse. Mais Cole commença quand même à le lire. Il parcourut le recto, puis retourna la page pour lire le verso. Et c'est là qu'il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Son cœur s'arrêta presque. D'abord, il pensa qu'il avait mal compris. Mais il relut encore et encore. C'était très clair. Cole leva les yeux sous le choc. Il comprit soudainement pourquoi le pilote était parti. Pendant des semaines, Cole resta proche de son camp, priant pour que l'avion revienne. Mais il ne revint jamais. Lorsqu'il accepta, enfin la vérité que personne ne viendrait, il était trop tard pour tenter la marche vers Fort Yukon. L'hiver était là. Le lac avait gelé, il ne pouvait plus pêcher. Ses pièges étaient vides, les loups et les renards prenaient ses prises avant lui. En octobre, Cole était très maigre. En novembre, il mourait littéralement de faim. Le 26 novembre, jour de Thanksgiving, Cole était allongé dans sa tente, trop faible pour bouger. Dans son journal, il nota: « Il n'y aura pas de festin de Thanksgiving pour moi aujourd'hui. » Ses réserves de nourriture étaient épuisées, et l'hiver était devenu insoutenable. Ses doigts et ses orteils étaient noirs à cause des engelures. Il était malade en permanence, et un froid glacial le rongeait de l'intérieur. Alors que Cole écrivait dans son journal, il regarda son feu en train de mourir, sachant qu'il n'avait plus de bois pour l'alimenter. Il savait qu'il n'avait plus qu'un seul choix à faire. Il gratta une dernière phrase dans son journal. « Ils disent que ça ne fait pas mal. » Puis il posa son journal près de ses rouleaux de pellicule. Il attrapa sa carabine. Puis il prit sa dernière boîte de munitions. Un peu plus tard, un seul coup de feu résonna au-dessus du lac gelé. Quelques mois plus tard, en février 1982, les Alaska State Troopers retrouvèrent Cole. Il était décédé. Il avait mis fin à ses jours. Ce que Cole avait compris trop tard, c'est que lorsqu'il avait levé le poing en l'air, plein de joie en voyant l'avion, il avait scellé son destin.
Car comme l'indiquait son permis de chasse, un seul bras levé en l'air est le signal universel signifiant « Tout va bien, ne vous arrêtez pas ». Et donc, lorsque le pilote des Alaska State Troopers l'avait vu, il avait cru que Cole n'avait besoin d'aucune aide. Alors il avait fait demi-tour et était reparti. Si seulement Cole avait lu son permis de chasse plus tôt, il aurait su qu'il devait lever les deux bras en l'air le signal universel pour « Venez me chercher ».